Juridique numéro 2, semaine 19, du 9 au 14 mai. Donc alors, chapitre loi, projet de loi organique. Ça va pas être très compliqué, il n'y en a pas 12 000. Au Sénat, aussi bien en commission qu'en séance publique finalement, hein. Donc ils finissent l'étude en commission, ils passent au débat, ça va être une formalité. Le projet de loi donc demandant la prorogation de l'état d'urgence. Il y a eu les auditions la semaine dernière. Donc, a priori, de ce qu'on dit dans les médias, ce sera un état d'urgence allégé. Voilà, je ne ferai pas plus le tour que ça, l'état d'urgence. Donc, on en vient, les lois ordinaires. Les lois ordinaires, projet de loi ordinaire. On commence par le Sénat. Allez hop, le Sénat en commission. C'est parti. Le projet de loi visant à simplifier la participation des employeurs à un effort de construction. Donc, d'après exposé des motifs, 500 000 personnes sur 5 ans en recherche d'emploi auraient renoncé à un poste car cela aurait occasionné une hausse de leurs dépenses de logement. Donc, à noter que la participation des employeurs à l'effort de construction d'IPEC est une contribution versée depuis 1953 et qu'elle est gérée paritairement par un organisme nommé Action Logement, anciennement nommé 1% Logement. Donc, petit astérix vite fait, il n'y a pas que les employeurs du secteur privé qui participent à cet effort de logement, il y a aussi le secteur public. C'est géré par la Caisse des dépôts et consignations et mise en œuvre financièrement, si je puis dire, par le livret A via la banque postale. Donc ça, il faut le savoir, il n'y a pas que le privé qui est soumis à ça. Diverses dispositions en matière nucléaire, youpi. Donc, il s'agit donc de ratifier l'ordonnance 2016-128 du 10 février 2016, qui nous rappelle gentiment que les articles 123, 128 et 129 de la loi 2015-992 du 17 août 2015, donc relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ont autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance diverses dispositions en matière nucléaire. Donc là, il s'agit de ratifier les ordonnances qui sont liées. Que l'ordonnance a été prise aussi pour transposer différentes directives européennes. Qu'elle a renforcé le contrôle de la sûreté nucléaire par l'ASN, hein, l'Agence de sûreté nucléaire, et qui crée une obligation de protection physique des sources radioactives afin d'en prévenir le vol et l'utilisation malveillante. Donc, ce n'était peut-être pas le cas auparavant. Donc, voilà hein, la relation entre la loi du 17 août 2015 pour la transition énergétique et les diverses dispositions en matière nucléaire. Liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine. Donc, cette loi, elle est sympathique dans le sens où, dans l'exposé motif, on retrouve le motif suivant, justement, que le développement des politiques publiques de soutien à la création et de protection du patrimoine a puisé sa force dans l'idéal d'un droit à la culture pour tous, issu du Conseil national de la résistance et affirmé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Hein. Donc là, comment dire, on le verra vite fait par rapport donc, à la loi travail qu'on va évoquer forcément. De plus en plus, le droit interne se tourne vers les normes supérieures. Ça, va falloir commencer à l'intégrer. Donc, loi sur culture et patrimoine reliée directement à sa perception constitutionnelle. Donc, titre premier, disposition relative à la liberté de création et la création artistique. Titre 2, dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture, donc notamment par la création des fonds régionaux d'art contemporain. Hein, donc l'État se désengage de la culture de plus en plus, mais il y a création de fonds régionaux d'art contemporain. Peut-être que celui-ci est rentable, je ne sais pas. Habilitation à légiférer par ordonnance. Ben, décidément, ils aiment bien légiférer par ordonnance ces 2 dernières années, l'État. Hein. Comporte des dispositions diverses, notamment en règle d'urbanisme pour le respect du patrimoine archéologique et architectural, si je puis dire. Voilà donc pour la commission, pour les projets de loi en commission au Sénat. On en arrive donc pour les projets de loi en séance publique du Sénat. Là, ça va aller assez rapidement, il n'y en a qu'un seul. C'est le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, merci de s'y référer.
Donc, projet de loi ordinaire, commission de l'Assemblée nationale. On a le projet de loi égalité et citoyenneté. Ça, c'en est un projet de loi, comme ils disaient les inconnus, que c'est pas une loi de bip 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 bip. On trouve dans l'exposé des motifs la phrase qui dit que les attentats de 2015 ont mis à jour, avec encore davantage d'intensité, des fractures anciennes de la société française qui continuent de se creuser. Là, franchement, les attentats de 2015 avec encore plus d'intensité. Là, j'ai franchement du mal à adhérer. Le fait justificatif des attentats et de la fracture sociale, donc forcément de l'intégration des autres cultures. Non, là, je ne comprends pas du tout. Bref, titre premier, citoyenneté et émancipation des jeunes. Ils veulent resensibiliser le jeune à la citoyenneté. Mais c'est comme j'ai dit dans le dossier constitutionnel sur AQPC, éduque les gens aux droits civiques, aux institutions, tu verras, il se passera plein d'autres choses. Bref, mixité sociale et égalité des chances dans l'habitat. Titre 3 pour l'égalité réelle. Alors je sais pas l'égalité réelle, donc ça sous-entend que toutes les administrations en charge de la non-discrimination par rapport à une décision individuelle administrative n'exercent pas réellement l'égalité. C'est plein de bons sentiments qui sont super mal orientés, ça va forcément pas donner quelque chose de constructif. Donc par égalité réelle, notamment en élargissant les voies de recrutement dans la fonction publique. Donc l'État se désengage de la fonction publique, aucun fonctionnaire en retraite de remplacer, mais ils vont élargir les voies de recrutement. Donc déjà, techniquement, ça peut pas fonctionner. Dans le fond, c'est trop plein de bons sentiments mal construits pour que ça fonctionne. Et en plus, les leviers d'action sont pas les bons. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Égalité et citoyenneté, c'est tout. Voilà. Projet de loi ordinaire en séance publique de l'Assemblée nationale. Donc là, voilà. Il n'y a qu'un seul sujet en séance publique cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, connu sous le nom générique de loi travail. La semaine dernière, elle était en commission, je disais que je ne voulais pas faire de commentaires parce qu'elle était suffisamment polémique comme ça. Finalement, je vais apporter un élément supplémentaire. En ce qui concerne l'avis donné par le Conseil d'État, comme à chaque fois, c'est le Conseil de l'État donc qui donne des avis sur le projet de loi, notamment en ce qu'il disait que le Conseil d'État a constaté, en convergence avec les travaux du comité présidé par M. Badinter, que les 61 principes essentiels que ce comité a dégagés sont puisés aux principales sources du droit en vigueur. Il s'agit selon les cas de principes constitutionnels, par exemple le principe numéro 4 consacrant le principe d'égalité, de principes conventionnels issus de la CEDH, par exemple le principe numéro 6 sur la liberté du salarié de manifester ses convictions, et la loi le consacre notamment dans ses convictions religieuses. D'autres principes conventionnels issus de conventions de l'OIT, par exemple le principe numéro 29 sur le préavis et l'indemnité de licenciement. Et de principes issus du droit de l'Union, par exemple le principe 39 sur l'obligation de sécurité de l'employeur, ou de principes de niveau législatif, mais ça, c'est pas ça le plus important. Donc, comme je l'évoquais brièvement tout à l'heure, là, on constate une orientation des droits de façon plus marquée au jour d'aujourd'hui dans le droit du travail par une mise en conformité du droit national par rapport aux normes supranationales. Comme le niveau supranational est un niveau de recours par rapport aux décisions nationales, le droit tend vers la mise en conformité du droit national. Mais, bon, est à regretter que la première à innover dans le domaine soit la loi sur le travail. Je pense que bien d'autres gens, bien d'autres ministères beaucoup plus concernés par la mise en conformité de leurs droits pour éviter des recours, notamment en matière de sécurité intérieure, seraient beaucoup plus intéressés pour avoir un droit conforme au droit supranational qui leur permette de faire leur boulot sans se dire que toute la période d'enquête et d'instruction va être réduite à néant parce que pour cause de non-respect des droits fondamentaux au niveau européen ou international. C'est le travail qui en fait les frais en premier lieu et c'est principalement par rapport à ça que c'est regrettable. Mais là, il faut se dire que de plus en plus, ça va être
une mise en conformité, ils veulent refonder le droit du travail sur les principes supranationaux. Hein, et notamment, je le disais la semaine dernière déjà, que de toutes les manières, la directive européenne 2003 sur le travail est beaucoup plus contraignante que ce qu'on nous propose au niveau national. Donc ça n'est que le début. Hein. Donc voilà, loi travail, finalement, je voulais rien en dire, j'en ai dit 2-3 trucs. En commission, en séance publique au Sénat cette semaine. Donc voilà, Sénat, Assemblée nationale, que nous reste-t-il? La commission mixte paritaire, évidemment. Donc quand les deux assemblées ne peuvent pas se mettre d'accord sur un texte, ils font une commission composée de députés et de sénateurs pour se mettre d'accord sur le texte. Et là, il s'agit du projet de loi visant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement en améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure. Donc voilà. Ce texte est extrêmement intéressant dans le fait qu'il a 3 grands axes, hein, dont le premier est le renforcement du contrôle des armes, donc au niveau interne, mais le renforcement du contrôle de l'acquisition des permis des armes au niveau légal, comme si le terroriste allait déclarer en préfecture ou demander une autorisation de port de Kalachnikov. C'est totalement ridicule, et ça c'est le volet, je vais dire... perte de temps totale du pouvoir législatif en matière de lutte contre le terrorisme. Ça ne sert à rien. Il ne déclarera que dalle. Hein, ça ne sert à rien de le renforcer. Éventuellement, ça va empêcher l'honnête citoyen de s'équiper, le cas échéant, si c'est possible, d'armes à feu pour sa protection personnelle. Ça, oui. Mais le terroriste, lui, ça, cette partie-là, il n'en a rien à faire. Hein. Utilité dans la lutte contre le terrorisme, zéro. Utilité éventuellement dans la surenchère de l'autoprotection, là peut-être il y a un sens, mais sinon non. Diverses autorisations d'actions techniques contre la cybercriminalité. Là c'est un constat d'aveu, les mecs sont totalement impuissants face à la cybercriminalité, mais ils essayent. Hein, là ils vont pouvoir autoriser certains trucs, reste à savoir si ils auront les budgets. Hein. Voilà, donc, et puis le point juridique intéressant de cette loi, c'est par rapport à la notion de légitime défense, notamment pour ce qui concerne l'action des forces de l'ordre, cette notion entravait justement leur capacité de réaction face à une situation dangereuse et donc vise à les mettre d'office sous le régime de l'état de nécessité qui leur permettrait plus d'engager, on va dire des mots un petit peu durs, d'engager le combat, hein, en face de personnes dangereuses sans risquer de se voir mise à mal par le principe de la légitime défense. Voilà. Les affaires européennes et internationales. Oui, en commission au Sénat, il y aura... donc là, comme on n'a pas visé les accords eux-mêmes, je fais juste un listing des lois qui vont viser à leur approbation. Donc une loi dans le cadre de l'accord cadre de partenariat entre l'Union européenne et la Mongolie. Donc c'est une loi autorisant la ratification de l'accord cadre. Donc j'en ai parlé nulle part, donc s'y référer. Mais voilà, donc juste autorisant la ratification de l'accord cadre de partenariat de coopération entre l'Union européenne et la Mongolie. Il y a aussi le projet de loi d'approbation de l'accord France-Japon. Celui-ci est intéressant dans le sens où c'est une loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Les propositions de loi, je ne sais pas comment l'intégrer à mon truc, donc pour l'instant, je vais en faire le listing tout simplement. Donc proposition de loi visant à renforcer la sécurité et l'usage des drones civils. Donc encore pour nous embêter plus qu'autre chose. Installation, stockage des déchets radioactifs, décidément. Après toutes les mesures prises et la loi de transition énergétique, il y a quand même des propositions de loi. Alors, il va falloir s'y intéresser. Lutte contre le contrôle de l'identité abusif. Associer les parlementaires à la vie institutionnelle locale. C'est bizarre, proposition de loi du Sénat. Il semblerait, sauf erreur de ma part. Donc des parlementaires qui sont déjà dans la vie locale, ils veulent les associer à la vie institutionnelle locale. Bien, ça peut être intéressant. Réforme de la prescription en matière pénale. Ça, il va falloir regarder un petit peu de plus près de quoi il s'agit, parce que la réforme de la prescription en matière pénale, voilà. Il y a aussi, et là ça n'a pas rapport
directement avec le texte de loi, mais ça y concourt les réunions. Donc au Parlement, il y aura des réunions sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Donc pour ceux, voilà, justement, c'est pour ça que je sépare en commission Sénat, séance publique, Assemblée et Sénat. Je me suis embrouillé là. Pour pouvoir, à ce que le citoyen puisse demander, écrire, communiquer avec son député, son sénateur sur tel sujet, savoir que c'est en commission, donc le texte est machin, donc demander, proposer, passe en séance publique éventuellement, voilà, regarder les débats. Et au niveau des réunions, pareil, s'informer pour apporter des points de vue, des demandes, participer à ce niveau-là par la communication de son représentant local. Il y a aussi la mission d'information sur les moyens de Daesh. Donc c'est pareil, communiquer, demander, voyez ce qu'on peut demander, ce qu'on peut savoir et à quoi ça va aboutir. Il faut le faire. C'est encore au jour d'aujourd'hui le seul levier qu'on possède. Il y aura l'audition de M. Christophe Kérez, donc du Comité économique et social et environnemental, pour avis sur les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique, donc avec l'Amérique, pour le commerce et l'investissement, sachant qu'il est prévu l'importation de gaz de schiste américain. Et qu'en matière environnementale, les États-Unis ne sont pas au niveau de la France, surtout dans la situation où on va ratifier l'accord de Paris. Une table ronde sur l'emploi des jeunes et la mobilité en Europe. Voilà au programme des réunions cette semaine. Nous reste donc plus que les promulgations. Donc promulgation de la loi 2016-508 du 25 avril 2016, donc parue au journal officiel numéro 98 le 26 avril 2006, sur dite loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections. Donc en ce qui concerne les comptes de campagne et financement politique, et réprimant la divulgation prématurée des résultats dans les médias, et les doubles listes et les doublons concernant les listes des Français établis hors de France, donc en complément de l'autre loi qui visera à réglementer notamment le temps de parole. Loi 2016-457 du 14 avril 2016, parue au JO numéro 89 du 15 avril 2016, relative à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs. Donc je faisais mon malin la semaine dernière en ce qui concerne la République numérique et la possibilité de donner et du transfert de données entre grandes administrations. J'avais insidieusement insinué qu'éventuellement ça a été une loi de façade pour réagir par rapport aux problèmes qu'on a connus dans l'éducation nationale. Donc non, ce n'était pas le cas, mais à culpa, mais à maxima culpa. La loi relative à l'information d'administration par l'institution judiciaire pour la protection des mineurs est bien une loi à part qui est déjà parue au JO. Bon ben voilà, c'était assez précis, j'espère que c'était assez concis et compréhensible. Donc rendez-vous la semaine prochaine.